l'heure du journal sur E-Télé. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le sommaire. Le gouvernement a décidé ce mercredi de l'accord d'agrément au Code des investissements à 5 sociétés et pris des dispositions pour une gestion efficace du parc des véhicules et autres équipements motorisés de l'État. Les précisions dans cette édition. La reprise des classes rime avec la réouverture des cantines scolaires dans les écoles primaires publiques prises en compte. Le reportage de Dieudonné Babatunde et Boris Arissou est à suivre. Les écureuils du Bénin affrontent demain les joueurs de l'équipe nationale de la Tanzanie. Attentes et pronostics des citoyens dans ce journal. À nouveau, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans ce journal. Comme on l'annonçait en titre, le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon. Parmi les grandes décisions qui ont été prises, on note l'agrément au Code des investissements de 5 sociétés pour leur projet d'investissement et l'adoption du projet de décret portant réglementation de la gestion du parc des véhicules et autres équipements motorisés de l'État. Suivez le porte-parole du gouvernement pour plus de précisions. L'agrément au Code des investissements de 5 sociétés pour leurs projets d'investissement. Les 10 projets d'investissement attendus de ces sociétés pour leur installation vont renforcer le tissu industriel de notre pays en même temps qu'ils généreront des centaines d'emplois. Les domaines d'intervention sont aussi divers que variés et s'établissent comme ci-après. L'écrin Sarl pour l'installation et l'exploitation à Cotonou d'une usine de pâtisserie de type européen. Oluwasola Global Business Sarl pour l'installation dans la zone industrielle de Semekpoji d'une unité de production de concentré de jus de fruits et d'une unité de production de provende pour poissons. Le label Coton du Bénin SA pour l'installation à Seponga dans la commune de Tanguieta d'une unité industrielle d'égrenage de coton. Bourgeon-Sarl pour la construction et l'exploitation à Azonkamé dans la commune de Zé d'une unité de production de gaz à usage médical et industriel. Oryx Bénin SA pour l'installation dans la zone industrielle de Semekpoji d'une unité de stockage et d'emplissage de gaz domestique et requalification des bouteilles de gaz GPL. Nous avons ensuite l'adoption du projet de décret portant réglementation de la gestion du parc des véhicules et autres équipements motorisés de l'État. Ce décret vise à actualiser celui de 1999 qui, à la pratique, s'est révélé obsolète du fait du développement de l'administration et des réformes intervenues en matière de gestion des biens publics. Son avènement permettra de définir avec plus de précision le contenu du parc automobile de l'État et les bénéficiaires des véhicules de fonction ou de service. Reformuler l'ensemble des dispositions de manière à éviter les interprétations susceptibles d'engendrer des dérives. Prendre en compte les règles de la comptabilité des matières. Rationaliser l'utilisation des conducteurs de véhicules administratifs dont l'effectif actuel ne couvre pas le nombre de véhicules administratifs en circulation. Prendre en compte les engins à 2 roues, groupes électrogènes, équipements de manutention, de travaux publics et autres équipements motorisés que l'État peut être amené à acquérir ou à louer auprès de structures spécialisées pour satisfaire ses besoins, même ponctuels. Systématiser les contrôles de l'utilisation des véhicules de l'État acquis ou pris en leasing. Le ministre de l'Économie et des Finances assurera le respect rigoureux de ces dispositions. Initié depuis quelques années par l'État béninois, le programme des cantines scolaires suit son cours. Cette année encore, des milliers d'écoliers bénéficient de ce programme de soutien à la scolarisation. Dieudonné Babatunde et Boris Arissou sont allés s'enquérir du fonctionnement pratique de ce programme à l'école primaire publique de Souirou, dans le 3e arrondissement de Parakou. Reportage.
Nous sommes ici à l'école primaire publique de Soinrou dans le 3e arrondissement de la municipalité de Parakou. C'est l'une des écoles pilotes du programme des cantines scolaires instauré par le gouvernement du Bénin. Du côté de la cuisine, les bonnes dames s'affairent pour que le repas soit prêt à temps. Il est 11h45 et les bonnes choses commencent par se préciser. Toute l'organisation de service est mise en branle pour le déjeuner. À partir de 11h40, les cuisinières, elles transportent le repas de la cuisine vers les salles. Donc on oblige chaque enfant à avoir un bol avec couvercle. On les sert et on le dépose sur les tables. Si c'est le moins 5 ans, ils lavent les mains et ils mangent. Mais quand les femmes ont fini de préparer avant 11h50 comme ça, on essaie de déposer la nourriture sous les tables là et on continue d'abord avec les activités pédagogiques. Et c'est quand on finit maintenant les activités pédagogiques qu'on dit de prendre le repas et de manger. Pendant que les uns se font servir, les autres attendent tranquillement et patiemment leur tour. Preuve de la rigueur dans le dispositif mis en place par les responsables de cette école. Ici, plus de 500 écoliers du CI au CM2 bénéficient de ce repas dont l'importance n'est plus à démontrer. La cantine a une grande importance ici à Soinrou, puisque la majorité des élèves viennent des maisons éloignées, Bakou, Parou, à plus de 12 km d'ici, à plus de 8 km. La plupart restent à l'école à midi, donc ils ne rentrent plus. Donc à midi, là, ce repas-là leur permet d'avoir le repas du midi afin de pouvoir suivre les activités du soir. Or, avant là, s'ils rentraient, ils restaient ici sans manger. À partir de 15h30, 16h là, on voit que ces enfants-là somnolent en classe, ils dorment et ne suivent pas activement les activités pédagogiques. Donc, moi, je dirais que sur ce point-là, la cantine a beaucoup aidé. Les cantines scolaires sont un programme participatif. Le gouvernement, par le biais de ses partenaires, apporte les vivres et les parents d'élèves contribuent de manière forfaitaire à la pérennisation de l'activité. Quand on dit cantine, la souscription qu'on donne là, ce n'est pas pour l'enseignant, ce n'est pas pour le directeur, mais c'est pour leurs enfants. Donc on va les demander toujours de participer. C'est ce qu'on peut leur demander. Puisqu'on ne peut pas forcer quelqu'un, donc on va essayer toujours de les sensibiliser pour qu'ils puissent payer leur participation. Instauré par le gouvernement du Bénin pour lutter contre la déperdition scolaire et améliorer le taux de fréquentation des écoles, surtout dans les zones reculées, le programme des cantines scolaires suit son cours depuis plusieurs années et devrait s'étendre à beaucoup plus d'écoles pour le bonheur des petits écoliers. Le PDG du club Med, Henri Giscard d'Estaing, a été reçu en audience ce mardi 5 octobre au Palais de la Marina. La réalisation imminente du village de vacances d'exception à Avlékété était au menu des échanges, un projet à fort impact socio-économique. Mathieu Bocco pour le compte rendu. D'ici 2024, voici le visage que va présenter Avlékété dans la commune de Ouida. Il s'agit d'un projet ambitieux d'aménagement d'une station balnéaire d'exception, un incroyable potentiel touristique du Bénin que le club Med, présent dans plusieurs pays depuis 70 ans, est venu présenter au président de la République, Patrice Talon. Quand on fait un projet, il faut le faire très sérieusement et le faire sur des bases très claires. Donc, nous avons réuni les équipes de spécialistes nécessaires. L'administration béninoise a fait un travail tout à fait remarquable pour organiser l'ensemble du processus qui permettra le démarrage des travaux. Il reste une phase d'études purement technique à conduire, mais notre objectif, c'est une ouverture, en tout cas début 2025, et un objectif de fin 2024. Ce projet va s'étendre sur un site de 25 hectares situé en bord de mer à Avlékété, à Ouida, entre l'océan Atlantique et la lagune d'Agouin, longue de plusieurs kilomètres. Ça donnera donc un resort de 330 chambres qui sera implanté d'une manière qui respecte la beauté naturelle
du site, avec pas des grands immeubles, mais des immeubles qui s'inspireront par ailleurs de l'architecture et de la culture vaudou et de cette partie du Bénin. Ce seront plus de 450 emplois directs et autant d'emplois indirects pour cette région et celles et ceux qui voudront y travailler. Ce sera aussi l'opportunité pour les jeunes Béninois qui ont du talent et qui ont envie de connaître une carrière internationale, pourront aller ensuite dans le monde entier et puis ensuite revenir pour développer l'industrie touristique du pays. Une destination de rêve offrant un moment de bonheur à la clientèle. Dans le cadre du deuxième tour des matchs éliminatoires pour la CAN 2022, les écureuils du Bénin affrontent l'équipe des Taïfa, stars de la Tanzanie, ce jour à 14h. À cet effet, des citoyens confiants et sereins encouragent les poulains de Michel Dessuyer et donnent leurs impressions sur ce match qui va se jouer en Tanzanie. On les écoute au micro de Emmanuel Amosso, Mathieu Bokor et Bonaventure Aloyon. Avoir l'effort et l'amélioration du football béninois, je peux déjà pousser un foot et dire que notre équipe va faire une prouesse à Tanzanie. Il a déjà démontré à travers les matchs antérieurs, je crois qu'avec la Tanzanie, le Bénin va pouvoir tirer son épingle du jeu. C'est une équipe qui a toujours joué, et sans supporters surtout, et à voir même les matchs qui se jouent à l'interne, il n'y a pas tellement d'affluence au stade, et pourtant ils jouent. Donc ce n'est pas un aspect trop déterminant qui doit jouer sur l'équipe de l'entraîneur. Je crois que le Bénin va pouvoir jouer et ils vont nous remporter soit la victoire ou bien un match nul. Mais la défaite sera exclue, ça je vous le dis. Évidemment, les supporters sont les troisièmes joueurs sur un stade. Bien vrai que nos joueurs vont manquer le soutien de leurs supporters. Mais le Bénin n'est pas un petit pays. Parce qu'ils ont voyagé plusieurs fois, ils ont fait la preuve, ils ont battu des équipes à l'étranger. Et je crois que cette fois-ci, s'il plaît à Dieu, ils vont redoubler leurs efforts pour pouvoir remporter les 3 points. Moi, je suis un peu plus sceptique. Je pense beaucoup plus à un match nul des Béninois. Parce qu'avec l'équipe, ils sont beaucoup plus défensifs qu'offensifs. Et souvent, avec les anciens matchs, quand on suit souvent à l'extérieur, le Bénin a beaucoup plus l'habitude de faire des matchs nuls à l'extérieur, de venir gagner plutôt beaucoup plus à la maison. On ne peut pas parler de performance parce que par rapport aux anciennes années, le Bénin est plus performant qu'aux anciennes années. Maintenant, ils ont un bon fond de jeu, même si ce n'est pas vraiment encore bien impactant offensivement, au moins défensivement. Une bonne équipe se construit d'abord par la défense avant de passer à l'attaque. Je vois beaucoup plus que dans les années à venir que le Bénin sera une bonne équipe qui pourra peut-être aller régulièrement à la CAN. Avec l'effort des écureuils, le Bénin pourra gagner et ça nous avantagera. Déjà, je dis 2-1 en faveur des écureuils du Bénin et que Dieu les accompagne pour l'aller et le retour. Disons un grand merci au président de la République et que tout ira bien par la grâce de Dieu. Je souhaite en faveur des Béninois 2-1 en faveur des Béninois. On va certainement faire au plus de gagner le match 1 nul. Ça pourrait nous arranger parce que le retour se jouera chez nous. Hors de nos frontières, en prélude à la célébration du 20e anniversaire de l'Organisation de coopération de Shanghai, nos confrères de CCTV+, ont passé en revue les différentes actions menées par la structure. En première ligne, la lutte contre le terrorisme et le coronavirus. Nous vous invitons à suivre ce reportage. L'Organisation de coopération de Shanghai a grandement contribué à la lutte mondiale contre le terrorisme et la pandémie, tout en préconisant un nouveau type de relation internationale qui met l'accent sur le respect mutuel, le dialogue sur un pied d'égalité et le développement commun. Ce mardi marque le 20e anniversaire de la création de l'OCS, qui est devenue l'organisation régionale globale la plus vaste et la plus peuplée du monde. Elle compte 8 États membres, 4 États observateurs et 6 États partenaires de dialogue. Étant l'une des premières organisations internationales à s'élever contre le terrorisme, l'OCS a organisé une douzaine d'exercices antiterroristes au cours des 2 dernières décennies,
tout en établissant des institutions antiterroristes régionales et en concluant plusieurs accords de coopération en matière de sécurité. Au fil des ans, cette coopération a couvert de multiples aspects, notamment la sécurité stratégique, la sécurité de l'information, la lutte contre la drogue, la lutte contre le blanchiment d'argent et la répression du crime organisé. Les statistiques montrent qu'entre 2013 et 2017, les pays de l'OCS ont déjoué plus de 600 activités terroristes, ont détruit plus de 500 bases d'entraînement de combattants armés et arrêté quelques 2000 membres d'organisations terroristes internationales. Outre la sécurité, l'OCS a également apporté de grandes contributions à la bataille mondiale contre le coronavirus en partageant des experts, des expériences et des fournitures entre les pays membres pour lutter contre la pandémie ensemble. Toujours en Chine, une collection antique des objets historiques favorise la compréhension des échanges culturels. Suivez le point avec nos confrères de CCTV+. Yiming Gadjiti collectionne des antiquités et des objets historiques depuis les années 80. Devant son magasin de Turpan, dans la région autonome ouïghour du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, se trouvent deux bouilloires en cuivre de 3,5 mètres de haut achetés il y a 8 ans. À l'intérieur se trouvent de beaux récipients, des tamis à farine en bois et des outils agricoles. Gadjiti nous confie que chaque élément ancien est un enregistrement de la vie de son époque. Nous avons des choses provenant de nombreux groupes ethniques, y compris des Han, des Hui et des Kazakhs, afin que chacun puisse comprendre l'histoire et la culture de chaque groupe ethnique. La maison de Gadjiti compte plus de 100 000 objets. Dans la boutique, horloges, récepteurs radio et autres collections historiques sont soigneusement exposées. C'est devenu une destination populaire pour les touristes. Ils peuvent ainsi apprendre davantage sur les histoires qui se trouvent derrière les objets de Gadjiti. J'admire vraiment M. Yiming et sa famille. Grâce à leur persévérance dans la collecte de ces objets, nous pouvons voir des objets très particuliers et ressentir de près les changements dedans. L'entrée est gratuite. Gadjiti a maintenant plus de 70 ans. Il dit qu'il transmettra l'héritage à son fils afin de garder l'histoire vivante pour la jeune génération. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les informations de cet après-midi. Merci de nous avoir suivis. Agréable journée à vous et bon appétit à ceux qui sont à table.